Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Au centre du débat d'aujourd'hui, la loi travail et ses ordonnances. Elle a fait la une de l'actualité cette semaine. Elle risque de la faire encore dans les semaines qui viennent. Elle a été signée vendredi par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors pour débattre, 3 invités sur ce plateau. Frédéric Barbier, c'est le député de La République En Marche du Doubs, plus spécialement du pays de Montbéliard. Face à lui, Michel Fèvre-Picon, c'est le secrétaire régional de la CGT pour l'ensemble de la Franche-Comté, et puis Louis Derouin, qui est président de la CPME, le syndicat des petits patrons pour le territoire de Belfort. Alors un mot déjà concernant la méthode, et là je m'adresse aux députés, on ne va pas y passer une demi-heure de débat, mais malgré tout, une loi aussi importante par ordonnance, est-ce que vous, parlementaires, vous n'êtes pas frustrés ? On est toujours frustré quand on ne peut pas débattre. J'avais fait savoir sur la loi El Khomri que je ne la voterais pas. Je n'étais pas d'accord, j'avais des réticences sur un certain nombre de sujets. Et j'aurais aimé effectivement que là, on puisse prendre le temps, surtout qu'on était en début de mandat, qu'on puisse prendre le temps de débattre. Mais il faut constater aussi que la concertation a eu lieu avec l'ensemble des organisations syndicales. Les heures de réunion, le nombre de réunions a été là. Et, ça ne remplace pas quand même un débat à l'Assemblée nationale. Louis Derouin, vous, en tant que responsable d'un syndicat de petits patrons, votre première impression quand vous avez entendu parler de cette loi ? Qu'est-ce qui va en sortir ? Toujours des inquiétudes si du beau paquet cadeau ne sort pas un cadeau empoisonné. Là, on est extrêmement satisfait puisque... Et concertation, vous êtes d'accord avec le mot concertation ? On est tout à fait d'accord. Nos représentants nationaux ont considéré qu'il y a eu un vrai débat d'échange, beaucoup de temps de réunion, et avec les TPE-PME au cœur du débat, ce qui était pour nous important. Oui, parce que c'est, je crois, la première fois qu'une loi s'adresse directement aux entreprises de moins de 50 salariés. Tout à fait. La majorité des mesures vont véritablement nous intéresser. Et le dispositif des TPE-PME en France, qui a un poids économique extrêmement important, est véritablement pris en compte. Michel Fèvre-Picon, pour la CGT, alors, concertation, vous dites oui ou vous dites non. Et qu'est-ce que vous pensez d'une loi qui cible les petites entreprises ? La concertation, il n'y en a pas vraiment eu. Il y a eu 6 heures de réunion par organisation syndicale pendant l'été. Donc c'est scandaleux d'avoir si peu de temps de discussion. Et il n'y a pas eu de vraie négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et par contre, le fait de cibler les petites entreprises, ça peut être intéressant. Mais là, c'est les droits des salariés qui vont être attaqués dans les petites entreprises. Donc c'est pas du tout intéressant. Alors justement, place maintenant à la première partie. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous révulse ? Alors déjà, pour savoir de quoi on parle, sachez que la Franche-Comté est l'une des régions de France qui compte le plus de PMI-PME. Grâce à l'INSEE, j'ai pu avoir le chiffre officiel. Le nombre de PMI-PME en Franche-Comté est de 98 126 entreprises de moins de 50 salariés sur les 99 000 et quelques que compte la Franche-Comté. Alors, quelques points que j'ai notés qui vont changer. Par exemple, les DP, les délégués du personnel, le CE, le comité d'entreprise et le CHSCT, le fameux comité hygiène, sécurité et conditions de travail, disparaissent et ça devient le conseil social et économique de l'entreprise. On va parler aussi dans cette loi des CDD, notamment sur le nombre de renouvellements et la durée de ces contrats à durée déterminée. Et puis, les accords de branche pourront être dominés, si j'ose dire, par les accords d'entreprise. Par exemple, une entreprise de découpage qui est dans la branche métallurgie pourra négocier directement avec ses salariés, sans forcément d'ailleurs avec des syndicalistes. Alors, on va commencer par vous, Louis Derouin. Quel est quels sont les points qui vous semblent le plus intéressants, rapidement ? Le point qui nous paraît le plus intéressant, c'est une meilleure lisibilité quand on embauche un collaborateur par rapport aux problématiques que l'on peut avoir si on est amené malheureusement à s'en séparer. Pour les chefs d'entreprise de TPE-PME. Oui, c'est vachement optimiste. Enfin, c'est très optimiste ce que vous dites, vous. Vous pensez déjà au licenciement ? Je crois que la loi travail, elle pense qu'au licenciement. Toutes les mesures accompagnent cette problématique-là. Et c'est ça qui vous plaît ? C'est ce qu'il y a dans la loi travail. Et ça me permet, dans la deuxième phase de votre question qui va être sur ce qui me révulse, c'est qu'on n'est pas en même temps peut-être traiter les problématiques d'accompagnement à l'emploi, de la formation et du chômage. Ça sera la seconde étape de la loi. Ce qu'on voit aujourd'hui très clairement, c'est que les chefs d'entreprise ont peur d'embaucher parce qu'ils ont peur s'ils ont une difficulté économique. Et dans une très petite entreprise, ça va très vite. 50 000 € de chiffre d'affaires peut mettre en péril une entreprise. Michel Fèvre-Picon, les points qui vous plaisent, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc tout de suite, qu'est-ce qui est le plus inadmissible pour vous ?
Ce qui me paraît le plus inadmissible, c'est que la loi, à quoi doit servir cette loi? Objectivement, elle a été annoncée pour améliorer l'emploi et diminuer le chômage. Sauf que dans la pratique, ce n'est pas ce qui va se passer. On va le voir. On en parlera d'efficacité après. On va le voir. Et le Code du travail, il est fait pour protéger les salariés par rapport à l'employeur. Il n'y a pas une relation équitable entre un employeur et un salarié. Il y en a un qui recrute et l'autre qui est l'exécutant. Et donc forcément, le Code du travail est là pour protéger le plus faible. Vous, ça veut dire tout de suite, ça veut dire rapport de force entre salariés et employeurs. Pas forcément rapport de force, mais celui qui embauche, c'est lui qui fixe les critères, c'est lui qui fixe le salaire, un certain nombre de choses, les modalités du contrat de travail. Et là, l'employeur a le Code du travail jusqu'à maintenant qui protégeait le salarié, et donc il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et là, il aura beaucoup plus de possibilités pour exploiter encore plus le salarié. Frédéric Barbier, alors vous, député macroniste, vous dites qu'on ne touche pas au modèle social français, à savoir le SMIC, c'est le salaire minimum, les 35 heures, la durée de travail, l'âge de départ à la retraite, la pénibilité et le CDI comme contrat de travail, on va dire, de base. Malgré tout, 65% des Français considèrent que les droits des salariés sont menacés. Vous répondez quoi, vous ? Je dis simplement que le modèle social à la française n'a pas été impacté par les ordonnances. Vous l'avez rappelé en ce qui concerne le CDI, les 35 heures, le SMIC, la retraite, la pénibilité. L'ossature est là. L'ossature est là. Il n'y a pas de remise en cause. J'ai des points de résistance, moi aussi, en ce qui concerne, par exemple, on en parlera certainement tout à l'heure, sur les indemnités au prud'homme. Il y a augmentation des indemnités légales, mais en même temps, il y a des planchers, des plafonds sur les indemnités au prud'homme. Et là, j'ai aussi des points de résistance par rapport à ça. Résistance, vigilance. Résistance et vigilance. Satisfaction, parce que le modèle social à la française n'a pas été remis en cause. Et puis après, j'ai aussi des interrogations, comme je les avais déjà, sur certaines propositions de la loi El Khomri. Et vous disiez tout à l'heure, la loi El Khomri, vous ne l'auriez pas votée. La loi El Khomri, je ne l'aurais pas votée. Et je rappelle, j'aime bien le rappeler aussi, je suis un homme de gauche. Je suis un salarié syndiqué. Il y a très peu de temps, j'étais encore dans mon entreprise. Et que tout ce qui est proposé aujourd'hui va s'appliquer. Elle concerne beaucoup plus les PME, les PMI, les TPE. On va faire répondre Michel Fèvre-Picot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le député de la France En Marche ? L'ossature, on n'y touche pas trop. Non, si. On a ce qui est appelé par les juristes l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un socle protecteur, le Code du travail, un deuxième socle un peu plus protecteur, la convention collective, et enfin seulement les négociations d'entreprise qui peuvent encore améliorer les choses, là on renverse tout, on décide dans l'entreprise. Il y a un petit garde-fou qui reste avec certaines conventions collectives dans certains thèmes, mais pas tous. Et puis le Code du travail, ce sera vraiment la voiture balai. Il faut bien expliquer qu'au-dessus de tout, il y avait donc le Code du travail. Et quand il y avait des accords de branche et des accords d'entreprise, c'était forcément mieux pour le salarié. Voilà, et ce que vous craignez, c'est que ce soit moins bien. Ça, c'était notre modèle social. Voilà. Il se détruit petit à petit depuis déjà quelques années, la loi El Khomri, mais déjà avant, il y a déjà eu des mauvais coups, des attaques portées. Et là, ça sera vraiment la casse complète de cette protection. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Un volet très important de cette loi, c'est l'amélioration du dialogue social. C'est en effet donc un gros morceau, si j'ose dire, de cette loi, l'amélioration du dialogue social, avec notamment la possibilité d'organiser des référendums dans des entreprises de moins de 20 salariés. Alors, par exemple, sur le temps de travail ou les salaires, dans les petites entreprises, la direction devait négocier avec un représentant syndical pour finaliser des accords. Maintenant, un simple référendum suffira et ce nouveau dispositif satisfait les patrons des petites entreprises, mais pas les syndicats. On regarde ce reportage. Frédéric Petitjean est avec son épouse à la tête de 2 entreprises dans l'agglomération de Besançon. 2 structures d'une douzaine de salariés, sans délégué syndical ni représentant du personnel. Une situation qui leur convient. Et les syndicats en France, on a cette image des gens qui sont contestataires en permanence. C'est pas constructif. Un dialogue social, il ne doit pas être fait sur la base de la contestation. Qu'on ait des revendications, qu'on ait des choses à dire, qu'on veuille améliorer certaines choses, soit. Mais contester pour contester, c'est stérile. Tout comme un patron qui ne voudrait pas entendre ses salariés sous prétexte que c'est lui le patron et que les autres n'ont qu'à obéir, ça c'est aussi stérile. Ici, le dialogue social n'est donc pas cantonné à des instances représentatives formalisées. Certains salariés se font parfois le porte-parole de leurs collègues. C'est le cas de cet ingénieur réseau qui reconnaît que si le système fonctionne, c'est aussi parce que l'entreprise se porte bien. Il y a des tensions comme dans toutes les sociétés, mais sur cette partie activité,
on n'a pas réellement de problème, quoi. Donc effectivement, je pense que ça a beaucoup plus d'importance dans une société qui est en difficulté financière, qui doit se séparer de certains membres du personnel. Dorénavant, pour finaliser un accord sur le temps de travail ou la rémunération, les petites entreprises ne seront plus obligées de négocier avec un délégué syndical. Une ordonnance en forme de délivrance pour ce représentant patronal. Le chef d'entreprise, il est là pour construire. Je vais être très dur, mais un syndicat n'est pas toujours là pour construire. Si on est obligé de se séparer d'un salarié parce qu'on a un manque d'activité, on peut répercuter en discussion interne, de dire voilà, au lieu de licencier votre collègue, pouvons-nous réduire un tout petit peu l'activité, le temps qu'on recherche des marchés, et là on ne licenciera pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout à fait différent, quoi. Évidemment, les syndicats de salariés contestent cette mise sur la touche. Les organisations syndicales ont une certaine expérience qui favorise aussi le débat et la mobilisation dans les entreprises. Donc et on sait très bien après, sans organisation syndicale, comment ça va se passer. On va faire du chantage aux salariés de ces PME en disant soit on ferme la boîte, soit on vous prend 200 € par exemple sur vos salaires. Alors, simplification bienvenue de la négociation sociale ou recul pernicieux de la protection des salariés, le débat autour de cette mesure semble emblématique des polémiques actuelles sur la réforme du Code du travail. Alors, à la CGT, vous n'êtes pas constructif ? Oui, pareil, mais mon collègue de la CGT a bien expliqué les choses avec le risque de chantage de la part d'un employeur. Alors c'est vrai que les employeurs dans les entreprises de moins de 50 salariés ont relativement peu d'organisations syndicales. Il y a quand même assez souvent des délégués du personnel, pas forcément syndiqués. Mais il y avait jusqu'à maintenant un garde-fou. Mais vous êtes là pour vous opposer systématiquement au patron, que ce soit dans une petite ou une grande entreprise ? Mais non, la CGT signe 85% des accords au niveau national, les autres syndicats 98 ou 90%, à peine plus. Donc globalement, les syndicats, y compris CGT, signent dans la plupart des entreprises. Donc on n'est pas là pour faire de l'opposition. Votre réaction, Monsieur Deroin, pour la CPME ? Je crois que tout le débat des syndicats contre la loi travail s'est positionné sur le fait qu'il y allait avoir des dangers avec des patrons terribles qui allaient en profiter. Vous allez faire du chantage à l'emploi ? Donc voilà. Oui ou non ? Non, on va pas faire du chantage à l'emploi, tout simplement parce que quand on a des collaborateurs, si tout va bien, on est surtout content de les garder parce qu'on sait que si on est obligé de s'en séparer, on aura du mal à les retrouver. Entre nous, là, oui. Entre nous, vous avez peur des syndicats ? Non, pas tant que ça dans les TPE-PME, parce que finalement, c'est pas nos interlocuteurs directs. Donc, on a peur de ce qui peut sortir des grandes lois. Donc là, on est content d'avoir une... Vous avez plus peur, en fait, des parlementaires que des syndicalistes. Non, on peut présenter comme ça si vous avez envie. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on va véritablement avoir la main en fonction des réelles problématiques sur le terrain dans nos entreprises. Et croyez-moi, quand on parle de salaire, le dernier à se prendre un salaire dans l'entreprise, c'est très souvent le patron quand il reste de l'argent pour le faire. Quand il y a une difficulté, il commence pas par amputer de ses salariés, ne serait-ce que parce que par rapport à la loi, elle ne pourra pas. Mais donc le mot qui revient souvent, c'est chantage en emploi, c'est moins 10 ans. C'est-à-dire que comme vous allez pouvoir décider de ce que vous allez faire dans vos entreprises, est-ce que vous allez baisser les salaires pour être plus concurrentiel et peut-être dans un même bassin de population, avoir deux entreprises dans la même rue qui feront pas du tout les mêmes, qui donneront pas les mêmes choses, les mêmes salaires aux salariés? Si ça passait par la tête d'un chef d'entreprise, il se passerait quelque chose de très simple rapidement, c'est qu'il perdrait ses collaborateurs. Et il se retrouverait quand il y a 4 ou 5 millions de chômeurs, c'est plus difficile. Quand même. Et quand on voit le nombre de postes qui ne sont pas fournis, c'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 millions de chômeurs qu'aujourd'hui on trouve des réponses en termes de compétences dans nos entreprises. Donc d'où mon attente sur la deuxième partie du travail du gouvernement Macron. Non, je suis intimement convaincu que ça va permettre des décisions de bon sens quand il y a des véritables difficultés. Ça va discuter quoi. À un moment donné, trouver l'exemple d'un méchant patron, mais il y a des méchants salariés aussi. Donc c'est pas comme ça qu'on va construire le débat. Moi, ce que j'attends avec les syndicats, c'est qu'ils soient des bâtisseurs à notre côté d'une économie dynamique, pas des guerriers anti-loi dès qu'elle arrive. Frédéric Barbier, donc dans Libération cette semaine, il y a une tribune qui a été signée par des députés de votre groupe, j'ai pas vu votre nom, qui parle carrément, quand on parle de dialogue social, de codécision et d'autogestion. Ça sent bon les années 70 à Edmond-Mer, mais vous en dites quoi, vous? Ça vous fait sourire ou vous pensez? Non, je dis simplement que j'écoutais M. Fèvre-Picon, il a raison de dire que les accords sont signés à 85% ou 95% avec les organisations syndicales. Et M. Deroin a également raison de dire que dans les entreprises, je visite beaucoup d'entreprises de ma circonscription, je suis dans un secteur très industriel, et quand il y a des problèmes, on m'appelle. 90% du temps dans les entreprises, les choses se passent bien
je veux dire, entre les salariés et entre, je veux dire, Vous ne parlez pas des grosses boîtes, vous parlez des PME. Je parle effectivement des PME parce que dans les grosses entreprises, c'est peut-être un autre climat. C'est beaucoup plus structuré. Les organisations syndicales sont structurées. Elles sont nombreuses à être présentes. Et peut-être, à travers ces ordonnances, de favoriser le dialogue au sein des petites entreprises, peut-être que les syndicats, les organisations syndicales, c'est pour ça que je suis attaché aux moyens que nous donnerons aux organisations syndicales pour qu'elles puissent également pénétrer ce secteur-là qu'elles n'occupaient pas forcément toujours. Elles étaient appelées parfois quand il y avait un problème, elles s'y rendaient, mais elles n'y allaient pas d'une façon délibérée. Oui, je vous en prie. Justement, je crois que le plus grand danger, y compris pour les patrons, c'est qu'il n'y ait pas de syndicats, c'est ça que vous allez nous dire? C'est que jusqu'à maintenant, après, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé des conventions collectives justement pour protéger par branche d'activité. La métallurgie, les employeurs sont tous obligés de verser tel pourcentage de prime d'ancienneté, un 13e mois si ça existe, etc. Là, à partir du moment où on inverse les choses et qu'on laisse la libre négociation dans chaque entreprise, on va avoir une entreprise métallurgique, comme vous le disiez, d'un bout de la rue à l'autre, qui ne va pas appliquer les mêmes salaires ou les mêmes indemnités, les mêmes compléments de salaire. Et forcément, ils vont se faire de la concurrence entre eux alors qu'ils font le même travail. Et comme le dit très bien Bernard Thibault, la concurrence, elle doit se faire sur le travail, sur l'activité de l'entreprise, mais pas sur les conditions sociales. Alors, un point précis aussi où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, c'est les CDD. Normalement, les CDD, c'est renouvelable une fois et c'est maximum 18 mois. A priori, pourrait être renouvelé plus souvent et puis peut-être d'une durée plus longue. En quoi ça vous gêne, ça ? C'est un risque d'avoir une précarité quasiment à vie pour certains salariés. Alors peut-être pas tous, les CDI vont rester, mais il risque d'y avoir jusqu'à 5 ans de CDD. Il suffira que la convention collective... Jusqu'à maintenant, ça existe dans la fonction publique, par exemple. D'accord, ça existe dans la fonction publique, mais la fonction publique est loin d'être exemplaire, malheureusement, avec ses contractuels notamment. Et donc là, on va pouvoir avoir des employeurs qui vont faire une multitude de CDD pendant plusieurs années sur le même poste de travail. Et ça, c'est pas juste. Et vous ne pensez pas que le CDD, ça peut être le premier pied qu'on met dans une entreprise? Mais on a quand même déjà 18 mois actuellement. Deux contrats de 6 mois, par exemple, ça fait 1 an, ou 2 contrats de 9 mois. C'est quand même largement de quoi voir si le salarié fait l'affaire pour un travail ou si il a vraiment un travail à remplir qui va pouvoir être valable dans la durée. Quand on parle de précarisation, c'est surtout par rapport à ces CDD. Vous, en tant que petit patron, vous répondez quoi? Moi, je réponds que le CDD et la problématique, quand il se termine, c'est que devient la personne. Et là, j'attends beaucoup de la suite des négociations avec le gouvernement. Quant à ce qu'on ait plus de souplesse pour adapter le rythme des CDD, la fréquence, sur certains métiers, c'est indispensable, parce que la règle de deux fois sur 18 mois ne tient pas dans tous les métiers. On a besoin d'étapes supplémentaires. Le CDD n'est pas uniquement non plus un outil n'est pas fait pour être une période d'essai avant un CDI. Donc logiquement, il est fait pour pallier à des périodes temporaires de besoin d'activité dans l'entreprise. Donc qu'on ait besoin de cette souplesse, c'est important dans les entreprises. Et croyez-moi, si on a un bon collaborateur, on va essayer de le garder. Troisième partie de cette émission, justement, cette loi de travail, pour quelle efficacité? Alors concrètement, cette loi, comment vous la voyez, vous, pour créer des emplois, notamment dans les PMI-PME? Qu'est-ce qui va vous permettre de... Parce que, bon, c'est l'activité qui crée l'emploi, c'est pas une loi, hein? Oui, c'est clair, ça ne changera pas. Le premier moteur à la création d'emplois, c'est l'activité. Après, il y a des études qui ont été faites sur la confiance des chefs d'entreprise, leur défiance à embaucher, mais ça vient forcément en deuxième étape. Aujourd'hui, on a besoin d'être rassuré sur la capacité qu'on aura à pouvoir continuer à gérer son entreprise si une difficulté se présente. Et que malheureusement, elle doit pouvoir être réglée par des départs de personnel. Aujourd'hui, la peur des prud'hommes chez les chefs d'entreprise est une raison évidente à ne pas embaucher. On avance dans cette étape-là. On est en train de regagner de la confiance par une loi qui aujourd'hui rassure les chefs d'entreprise. Vous, Michel Fèvre-Picon, vous en pensez quoi, vous, de cette efficacité? Vous n'y croyez pas, vous? Non, et puis je pense qu'on met une complexité. Là, les ordonnances, elles vont rajouter 150 pages au Code du travail, alors qu'on dit qu'il est déjà trop épais. Nous, la CGT, on revendique un Code du travail du XXIe siècle, beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, beaucoup plus protecteur. Et je pense d'ailleurs que ça va être compliqué pour les employeurs. Ça l'est déjà compliqué. En l'espace de 4 ans,
On a eu des lois 2014, 2015, 2016 avec les 2 lois Macron, les 2 lois Rebsamen. Tout le monde s'y perd et ça a rajouté de la complexité. Il faudrait une stabilité, il faudra arrêter de casser les droits et se dire qu'il y a autre chose à faire pour créer de l'emploi. Monsieur le député, alors comme disait Louis Duroin, on voit bien ce qui est souplesse. Pour la sécurisation du salarié, on ne la voit pas dans cette loi. Ça arrivera plus tard. L'objectif est bien la création d'emplois. Et moi, ce n'est pas effectivement un chèque en blanc qui est donné sur les ordonnances. Les ordonnances nous ont permis de gagner du temps à l'Assemblée nationale. Personnellement, j'ai été frustré parce qu'il n'y avait pas de débat. J'ai demandé à pouvoir prendre la tête d'un groupe de travail d'évaluation de ces ordonnances, de ce qu'elles produiront dans 8 mois, dans 12 mois, à l'automne prochain. On puisse regarder au niveau des PME, des PMI. C'est une commission pour une commission, comme d'habitude. Non. C'est ce que l'on fait dans les entreprises. Quand on fait des modifications, ensuite on évalue. Et si jamais ça ne porte pas des résultats, on apporte des actions correctives. Et j'entends M. Duroin qui nous dit qu'il y aura de la création d'emplois parce que par rapport au prud'homme, ça sera peut-être plus facile, on sera un peu rassuré. Je veux pouvoir le constater. Mais si ça ne prend pas d'effet, s'il n'y a pas d'effet au niveau de l'emploi, il fallait aussi changer les choses. Dans la grande entreprise du pays de Montbéliard, sur la partie productive, c'est PSA pour ne pas la nommer, hein, c'est ça? Plus de 50% des gens sont en intérim. Vous parlez des CDD, parlons de l'intérim. Il y a des gens que ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'ils sont en intérim. Et donc, il faut changer les choses. Le Code du travail aujourd'hui ne protège plus. En tout cas, il n'apporte pas les protections. Il ne permet pas aux gens d'aller vers les CDI. C'est pour ça que je souhaite qu'avec des députés et que d'autres viennent me rejoindre, c'est pour ça que je leur ai proposé qu'on ait une véritable mission d'évaluation. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. C'est de contrôler les lois et le gouvernement. Les parlementaires ont aussi le contrôle du gouvernement, de l'action gouvernementale, de l'action des politiques. Et je veux pouvoir effectivement rendre ce rapport, et j'espère qu'il me sera confié, pour pouvoir effectivement l'automne prochain dire si ça a marché, et je suis d'accord avec vous, ou si ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, il faudra des actions correctes. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron regarde l'émission et va vous confier ce rapport. J'espère. On aurait pu évaluer la loi El Khomri avant. Elle a à peine 1 an, on ne sait même pas ce que ça a pu donner. Ça sera un ensemble. Pour moi, c'est un ensemble. Il y a eu le 49.3 qui a frustré les députés. Il y a eu les ordonnances qui, là aussi, nous a frustrés en termes de débat. Après tout, on nous a expliqué que c'était ceux qui allaient vivre la loi qui la faisaient. Les organisations syndicales, les organisations patronales. Mais moi, ce que j'attends, effectivement, c'est que le député, dont le rôle est aussi le contrôle du gouvernement et des actions des politiques publiques, des politiques qui sont mises en œuvre, eh bien, on a aussi cette possibilité. Et puis, donc, M. Duroin faisait allusion tout à l'heure, il y a aussi un volet formation avec beaucoup de milliards qui doit théoriquement arriver. Oui. Mais ça, vous avez les moyens de le faire, ça ? Oui, parce que c'est des réorientations du CICE, je veux dire d'une autre politique. Parce que quand on parle de sécurisation pour les salariés, c'est quand même ça aussi, la formation. Et c'est un tort que nous avons eu dans le précédent mandat, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées. Et il n'y a pas eu d'évaluation qui a été faite, il n'y a pas d'action corrective qui ont été engagées. Michel Fèvre-Picon pour la CGT, vous y croyez, vous, à ce volet formation qui va prendre je ne sais plus combien de milliards La garantie d'emploi. Oui, on aura peut-être l'occasion de revenir débattre sur ce sujet, parce que ça va être une prochaine loi qu'a promis Emmanuel Macron. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on a déjà fait 3 fois en 10 ans des lois sur la formation professionnelle. À chaque fois, on nous a promis que ça allait régler le problème, et malheureusement, on voit que ça n'a pas bougé. Donc, il y a vraiment une nouvelle orientation à prendre. Effectivement, il y a des choses à faire en termes de formation professionnelle pour la sécurisation de l'emploi, lorsque des intérimaires arrêtent leur contrat, ou lorsqu'il y a des CDD qui terminent leur contrat. Il y a besoin, y compris dans le pays de Montbéliard, dont vous avez cité PSA, il y a besoin d'aider à la formation, mais d'une autre manière que ce qui est fait actuellement. Michel Fèvre-Picon, vous regardez les patrons des PMI, est-ce qu'ils ont toujours le temps, l'énergie de s'atteler à cette tâche de la formation professionnelle ? Non, c'est clair, parce qu'ils sont la tête dans le guidon pour faire tourner l'entreprise. Le regret, j'avais acheté l'entreprise, il y a quelqu'un qui me disait, moi mon regret quand je suis obligé d'arrêter un CDD parce que j'ai une baisse d'activité, c'est que je puisse pas aller le rechercher 6 mois plus tard et qu'il ait eu entre les deux l'occasion d'avoir le complément de formation dont il avait besoin pour qu'il soit encore plus efficace chez moi et qu'on puisse grandir ensemble. Moi, c'est vraiment mon attente aujourd'hui dans la suite des événements, c'est qu'on puisse construire. Il y a l'expression bien connue de la formation tout au long de la vie, un parcours avec des étapes qui vont permettre d'avancer. Et là, on aura moins de problèmes si on oublie. Et là, pour le moment, si j'ai bien compris, vous restez sur votre fin. Un mot sur la division des syndicats. C'est mal parti, la mobilisation syndicale.
Au niveau national, il y a une certaine division dans les confédérations, mais on voit bien dans la rue, moi j'ai vu des drapeaux Force ouvrière, des drapeaux UNSA, des drapeaux CFDT. Alors que ce sont tous des syndicats qui n'ont pas appelé à voter. Qui n'appellent pas, mais leurs syndicats locaux, y compris plusieurs grosses fédérations en territoire qui appellent aux manifestations. Et moi je m'en réjouis, c'est aux salariés dans les entreprises de faire grève et de manifester avec leurs syndicats, quel que soit leur syndicat. Et même s'ils ne sont pas syndiqués, je pense. Même s'ils ne sont pas syndiqués, mais les syndicats des autres organisations autres que la CGT, ils se sont bien aperçus sur le terrain que ça allait être dangereux pour eux. Alors Frédéric Barbier, je m'adresse à vous, le député de la France En Marche, routier, retraité, fonctionnaire, agriculteur, grève dans les raffineries de pétrole, etc. C'est une rentrée sociale qui est bien difficile quand même pour votre camp. Elle ressemble un peu aux rentrées sociales de François Hollande, avec Emmanuel Macron, dont la cote de popularité chute. Je suis bien habitué à ces difficultés. Oui, parce que c'est votre deuxième mandat. C'est mon deuxième mandat. Je suis un député de gauche. Je siège dans La République En Marche. La République En Marche a vocation à réunir des gens de différentes sensibilités politiques. Et je ne renie pas cette Et vous ne vous sentez pas trop en porte-à-faux quand vous dites que vous êtes de gauche dans ce groupe de mariage de carpes et de lapins? Non, parce que je veux dire, j'ai eu une trentaine de collègues qui sont des socialistes, tout comme moi, qui sont dans La République En Marche. Simplement, on se dit et on constate que dans l'ancien mandat, on n'a pas tout réussi. Et que peut-être faut-il expérimenter d'autres choses, savoir se parler avec d'autres sur des difficultés. Et les gens qui sont dans la rue, je l'entends, moi j'oublie pas d'où je viens. Mon père a été 43 ans chez Peugeot, travaillé de tournée. J'ai vu les difficultés qu'il avait en rentrant le soir, en partant le matin. Et donc, je n'oublie rien de cela. Et donc, les gens qui sont dans la rue, il y a besoin de les écouter, il y a besoin de les entendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut se donner rendez-vous. Il ne s'agit pas d'appliquer cette politique et de dire il n'y a plus rien à voir. Il faut se donner rendez-vous dans un an pour voir effectivement. Eh bien, on fera d'autres émissions sur la loi travail et ses ordonnances, également sur la formation professionnelle. Merci de votre participation, merci de votre attention et puis bon dimanche à tous.